Elle passait devant le manoir tous les jours. Mais un jour, la voiture noire s'arrêta soudainement. Le millionnaire la désigna du doigt et demanda qu'on l'appelle. La raison? Personne ne pouvait comprendre sur le moment. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, nous continuons. Sophie Martin marchait le long de l'avenue des Tuileries chaque matin, affrontant la chaleur moite de Paris avec la détermination de quelqu'un qui poursuit un rêve. La brise légère ébouriffait ses cheveux bouclés, tandis que ses yeux bruns restaient fixés sur un seul point. L'imposant manoir qui se dressait majestueusement à la fin de l'avenue, avec une vue privilégiée sur la Seine. Ce n'était pas simplement une construction, c'était le symbole de tout ce qui semblait inaccessible pour elle. À 28 ans, Sophie luttait pour s'établir comme artiste peintre dans une ville qui célébrait l'art, mais qui érigeait également des murs invisibles entre ceux qui créaient et ceux qui pouvaient payer pour leur création. Habitant un petit appartement à Montmartre, elle partageait son temps entre donner des cours de peinture aux enfants dans une association à Belleville et travailler sur ses propres toiles qui s'accumulaient sur les murs de son minuscule atelier improvisé. Le manoir qui la fascinait tant appartenait à Étienne Durand, l'un des entrepreneurs les plus accomplis du pays. À 35 ans, il avait transformé la petite entreprise de construction de son père en un empire qui s'étendait dans toute la France. Son visage ornait fréquemment les couvertures des magazines économiques, toujours avec ce même regard pénétrant et ce sourire contenu qui cachait une profonde solitude. Ce matin de février, alors que le soleil annonçait déjà la chaleur intense qui envahirait la ville, Sophie s'arrêta plus longtemps devant les portails dorés. Ses doigts d'artiste la démangeaient, réclamant un crayon et un carnet de croquis. Il y avait quelque chose dans cette architecture néoclassique, dans ces jardins méticuleusement entretenus par une équipe de jardiniers qui l'inspirait et la tourmentait simultanément. Un jour, murmura-t-elle pour elle-même, un jour, mes œuvres seront accrochées sur des murs comme ceux de ce manoir. De l'autre côté des vitres en verre trempé, Étienne observait la jeune femme qui, jour après jour, s'arrêtait devant sa propriété. Au début, il avait pensé à renforcer la sécurité, craignant qu'il s'agisse d'une journaliste ou pire, quelqu'un engagé par des concurrents. Mais il comprit rapidement qu'il y avait quelque chose de différent chez elle, une authenticité qui l'intriguait, un contraste saisissant avec les personnes qui l'entouraient dans son quotidien, intéressées, calculatrices, superficielles. « Monsieur, l'hélicoptère est prêt pour vous emmener à Lyon », annonça Rémi, son assistant personnel depuis plus de 10 ans et peut-être la seule personne qui le connaissait vraiment. « Annulez la réunion », répondit Étienne sans détourner les yeux. « De la fenêtre. Mais monsieur, c'est la réunion avec les investisseurs japonais. Vous avez dit vous-même qu'elle était cruciale pour le projet du... » « J'ai dit d'annuler, interrompit Étienne, sa voix ferme mais sans agressivité. « Dites que j'ai eu un imprévu familial, reprogrammé pour la semaine prochaine. » Rémi, habitué au changement d'humeur soudain de son patron, acquiesça simplement et quitta le bureau. Étienne continua d'observer la jeune femme qui s'asseyait maintenant sur un banc face au manoir et sortait un petit carnet de son sac en tissu. Elle commençait à dessiner, ses doigts se mouvant avec une agilité perceptible même à distance. Quelque chose dans ce geste le toucha profondément. Quand était la dernière fois que quelqu'un avait manifesté tant de passion pour quelque chose en sa présence? Dans son monde, les gens étaient motivés par l'intérêt, l'argent, le statut. Cette femme semblait animée par quelque chose de plus pur, de plus authentique. Déterminé, Étienne descendit les escaliers en marbre qui menaient au hall d'entrée. Les employés, surpris de le voir à la maison à cette heure, échangèrent, des regards confus. Il modifiait rarement sa routine. Son chauffeur Philippe somnolait dans la Porsche noire garée à l'entrée. « Philippe » appela Étienne, tapant légèrement sur la vitre de la voiture. Le chauffeur se réveilla en sursaut. « Ah oui, monsieur ?»« Allons faire un tour. » Philippe, confus, regarda sa montre. « Mais vous n'avez pas cette réunion à Lyon aujourd'hui ?»« Changement de programme, » répondit Étienne, montant à l'arrière du véhicule. La voiture glissa silencieusement le long de l'avenue des Tuileries. Étienne demanda à Philippe de ralentir en approchant du banc où la jeune femme dessinait, concentrée, indifférente au monde qui l'entourait.
L'entrepreneur baissa la vitre teintée, sentant la brise pénétrer dans l'habitacle climatisé du véhicule. « Arrêtez-vous ici », ordonna-t-il au chauffeur. Philippe obéit, garant la voiture près du trottoir. Étienne hésita un moment, chose rare pour sa personnalité habituellement décidée. Que lui dirait-il? Comment? Justifierait-il son approche? Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait incertain. Respirant profondément, il sortit de la voiture. Le soleil puissant fit plisser ses yeux pendant quelques instants. Il marcha vers le banc, conscient des regards curieux des passants qui le reconnaissaient. Sophie restait absorbée par son dessin, traçant avec précision les lignes du manoir qui se dressait au loin. « Excusez-moi », dit Étienne, sa voix plus douce que d'habitude. Sophie leva les yeux, d'abord irritée par l'interruption. Son regard passa de l'agacement à la surprise lorsqu'elle reconnut l'homme debout devant elle. Les magazines ne rendaient pas justice à sa présence imposante, au magnétisme de ses yeux verts. « Je ne fais rien de mal », s'empressa-t-elle de dire, fermant son carnet de dessin. « C'est un espace public. » Étienne sourit, un sourire authentique qui apparaissait rarement sur les photographies. « Je ne suis pas ici pour me plaindre. En fait, je suis curieux. Vous venez ici presque tous les jours. » Sophie rougit, gênée d'avoir été remarquée. « Vous m'avez observé de la même façon que vous observez ma maison, » répondit-il, indiquant d'un geste le manoir au loin. Un silence inconfortable s'installa entre eux. Sophie se demandait si elle devait s'excuser, si elle allait être accusée de harcèlement, ou pire. Étienne, quant à lui, s'interrogeait sur ce qu'il avait exactement amené ici, ce qu'il espérait accomplir avec cette approche impulsive. « Puis-je voir ?» demanda-t-il finalement, désignant le carnet fermé sur les genoux de Sophie. Elle hésita. Ses dessins étaient quelque chose d'intime, de personnel. Elle ne montrait jamais des travaux en cours, pas même à des amis proches. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont Étienne la regardait, une curiosité sincère qui la désarma. Lentement, Sophie ouvrit le carnet, révélant une série d'esquisses du manoir, chacune capturant un angle différent, une lumière différente. Certaines n'étaient que des traits rapides, d'autres des études détaillées d'éléments architecturaux spécifiques. Toutes, cependant, transmettaient une sensibilité unique, une interprétation personnelle qui allait au-delà de la simple reproduction technique. Étienne examina les dessins en silence, tournant les pages avec soin, comme s'il manipulait quelque chose d'extrêmement précieux. Son expression normalement impassible s'adoucit. « Vous voyez des choses que personne d'autre ne voit », dit-il enfin, lui rendant le carnet. « Même moi, qui y habite depuis des années. » Le compliment venant de quelqu'un comme lui fit accélérer le cœur de Sophie. Ce n'était pas le genre de commentaire qu'elle s'attendait à entendre du célèbre entrepreneur, connu pour sa froideur dans les affaires. « Merci », répondit-elle, sa voix presque un murmure. « L'architecture raconte des histoires. J'essaie simplement de les écouter. »« Et que vous raconte ma maison ?» demanda Étienne, sincèrement intéressé. Sophie regarda le manoir au loin, réfléchissant à sa réponse. Elle parle de grandeur, de pouvoir, mais aussi de solitude. Comme si c'était une forteresse protégeant quelqu'un du monde extérieur. Les mots frappèrent Étienne, comme un coup physique. Comment cette étrangère pouvait-elle voir si clairement ce qu'il essayait lui-même d'ignorer? « Vous êtes artiste ?» demanda-t-il, essayant de changer le sujet d'une conversation devenue soudainement trop personnelle. « J'essaie de l'être », répondit Sophie avec un sourire timide. « Pour l'instant, je donne des cours d'art à des enfants et je peins pendant mon temps libre. »« Aimeriez-vous prendre un café ?» invita Étienne impulsivement. « Il y a une excellente brasserie tout près d'ici. » La proposition prit Sophie par surprise. Sa raison lui disait de refuser, de retourner à la sécurité de sa routine. Mais il y avait quelque chose dans cette rencontre qui semblait prédestinée, une convergence de chemins qui ne pouvait être ignorée. « Pourquoi pas ?» répondit-elle, rangeant le carnet dans son sac. Alors qu'ils marchaient côte à côte sur le trottoir parisien, un entrepreneur milliardaire et une artiste inconnue, aucun des deux ne pouvait imaginer comment cette simple rencontre changerait à jamais le cours de leur vie. La brasserie choisie par Étienne était un petit oasis de tranquillité au milieu de l'agitation parisienne. Située dans une rue latérale, loin des regards curieux des touristes, c'était un endroit discret où les riches et célèbres pouvaient profiter d'un moment de normalité.
Le propriétaire, un Italien tombé amoureux de la France des décennies auparavant, salua Étienne avec familiarité, les conduisant à une table isolée protégée par un treillis couvert de jasmin. Sophie se sentit déplacée dans cet environnement sophistiqué. Son jean délavé et son t-shirt taché de peinture contrastaient avec l'élégance discrète du lieu. Étienne, percevant son malaise, fit de son mieux pour la mettre à l'aise, entamant une conversation décontractée sur la vue sur la Seine, le climat parisien, des sujets sûrs qui n'en révélaient pas trop sur aucun d'eux. « Alors, vous avez toujours voulu être artiste ?» demanda-t-il après que le serveur eut apporté le café, un mélange spécial importé de Colombie qui ne figurait pas sur le menu. Sophie fit tourner la tasse entre ses doigts, pensive. « Depuis l'enfance, ma mère raconte que je dessinais sur les murs avant même de savoir parler correctement. Et vos parents ont soutenu ce choix ?» Un sourire mélancolique apparut sur les lèvres de la jeune femme. « Mon père pensait que c'était une perte de temps. Il voulait que j'étudie quelque chose de pratique, comme le droit ou la gestion. Ma mère, en revanche, a toujours cru en moi, même quand personne d'autre n'y croyait. »« Vous avez de la chance » commenta Étienne, une pointe d'amertume s'échappant de ses mots soigneusement choisis. « Avoir quelqu'un qui croit en vous est un privilège rare. » Quelque chose dans sa façon de dire ces paroles éveilla la curiosité de Sophie. L'homme en face d'elle, entouré de richesses et de pouvoir, semblait porter un poids que tout son argent ne parvenait pas à alléger. « Et vous ?» osa-t-elle demander. « Vous avez toujours voulu être un magnate des affaires. » Étienne rit un son étonnamment authentique. « Un magnate? C'est ainsi que l'on me voit? Eh bien, vous apparaissez constamment en couverture des magazines économiques. Vous possédez un manoir à Paris et d'après ce que je sais, vous êtes en train de construire un tout nouveau quartier à Lyon. Si ce n'est pas être un magnate, je ne sais pas ce que c'est. »« Tout cela n'est que la surface, » répondit-il, son regard se perdant un instant. « En vérité, je voulais être architecte, dessiner des espaces, créer des environnements qui affecteraient positivement la vie des gens. Mais mon père avait d'autres projets pour son fils unique. » Cette révélation surprit Sophie. C'était donc pour cela qu'il s'était tant intéressé à ses dessins du manoir. « Il n'est jamais trop tard pour suivre son rêve, » dit-elle avec sincérité. Étienne sourit, mais il y avait une résignation dans ses yeux. « Certains trains sont déjà partis, Sophie. Maintenant j'ai des responsabilités. Des milliers d'employés dépendent de mes décisions. Je ne peux pas simplement tout abandonner pour poursuivre un rêve d'adolescent. » La conversation coula naturellement après cela, tous deux partageant des fragments de leur vie, découvrant des connexions inattendues. Étienne parla de ses voyages à travers le monde, des lieux exotiques qu'il avait visités, des cultures qui le fascinaient. Sophie raconta ses projets artistiques, les techniques qu'elle explorait, les artistes qui l'inspiraient. « Attendez » interrompit Étienne lorsque Sophie mentionna un nom familier. « Vous connaissez Camille Renard ?» Connaître est exagéré. Nous avons étudié ensemble aux Beaux-Arts, mais elle a abandonné en deuxième année pour poursuivre sa carrière à l'étranger. Pourquoi? Vous la connaissez? Étienne acquiesça, une expression de surprise sur son visage. Camille est une vieille amie. Nous nous sommes connus adolescents pendant les vacances d'été à Biarritz. Nos familles avaient des maisons voisines. Quelle coïncidence! S'exclama Sophie, sincèrement surprise. Paris peut être une grande ville, mais parfois elle ressemble à un village. Elle me parlait d'une camarade de faculté très talentueuse, mais je n'aurais jamais imaginé... Étienne laissa la phrase en suspens, observant Sophie avec un intérêt renouvelé. Vous êtes la Sophie des aquarelles, n'est-ce pas? Celle qui a peint cette série sur les banlieues vues d'en haut? Ce fut au tour de Sophie d'être surprise. Oui, c'était mon projet de fin d'études. Je n'arrive pas à croire que Camille vous en ait parlé. Elle n'a pas seulement parlé, elle m'a montré des photos de votre travail. J'ai été impressionné, mais je n'ai jamais pu aller à l'exposition. C'était dans cette petite galerie à Montmartre, n'est-ce pas? Sophie acquiesça, une émotion grandissant dans sa poitrine. Son travail de fin d'études avait reçu des éloges des professeurs, mais peu d'attention du public ou de la critique. Savoir que quelqu'un comme Étienne connaissait non seulement son travail, mais s'en souvenait aussi avec des détails, était profondément gratifiant. « C'était il y a 2 ans, » dit-elle, essayant de cacher l'émotion dans sa voix. « Depuis, j'ai travaillé sur une nouvelle série, mais je n'ai pas encore trouvé d'espace pour exposer. »« De quoi s'agit-il »
demanda Étienne avec un intérêt sincère. J'explore la dualité de Paris, la ville. Divisée, comme certains l'appellent, le contraste entre les beaux quartiers et les banlieues, entre l'abondance et la pénurie. Mais pas de façon documentaire ou évidente. J'utilise des éléments de la nature comme métaphore. La Seine, qui baigne également toutes les rives, les collines qui abritent tant des manoirs que des logements sociaux. Étienne écoutait attentivement, fasciné non seulement par les mots, mais par la passion avec laquelle Sophie décrivait son travail. Il y avait une lumière dans ses yeux quand elle parlait d'art, une énergie contagieuse qui l'enviait. « J'aimerais voir », dit-il quand elle eut fini d'expliquer. « Votre atelier est proche d'ici ?» La question ramena Sophie à la réalité. Son atelier n'était qu'un coin de son minuscule appartement, avec des toiles empilées contre les murs et du matériel rangé dans des boîtes à chaussures. Ce n'était pas un endroit où l'on emmenait un milliardaire. « C'est juste un espace improvisé », répondit-elle embarrassée. « Rien de très impressionnant. » Étienne perçut son malaise et changea rapidement d'approche. « Que penseriez-vous d'utiliser l'un de mes espaces ? J'ai une annexe dans le manoir qui est rarement utilisée. C'était l'ancien atelier de ma mère, qui peignait également. » L'offre prit Sophie par surprise. « Votre mère était artiste ? » ?»« Amateur, mais oui. Elle adorait peindre des paysages. Après son départ, l'espace est resté abandonné. Ce serait bien de le voir utilisé à nouveau. » Sophie sentit une hésitation. Accepter une telle offre signifierait créer un lien avec cet homme qu'elle connaissait à peine. D'un autre côté, l'idée d'avoir un espace adéquat pour travailler, avec de la lumière naturelle et suffisamment d'espace pour de grandes toiles, était trop tentante pour refuser. « C'est une offre généreuse, dit-elle finalement. Mais je ne sais pas si ce serait approprié. Voyez cela comme un accord commercial, suggéra Étienne. Vous utilisez l'espace et, en échange, vous me permettez de suivre le développement de votre travail. J'ai toujours voulu mieux comprendre le processus créatif d'un artiste. Il y avait quelque chose de plus derrière cette offre. Sophie pouvait le sentir. Un homme dans sa position ne faisait pas de telles propositions sans un motif ultérieur. Mais quel était ce motif? Que voulait vraiment Étienne Durandel? « Je ne peux pas payer un loyer pour un espace à Paris, dit-elle, décidant d'être directe. Étienne rit. « Je ne l'offre pas pour de l'argent, Sophie. Croyez-le ou non, j'en ai suffisamment. » Alors pourquoi? La question flotta entre eux. Chargée de significations non dites, Étienne envisagea plusieurs réponses, toutes techniquement vraies, mais aucune complètement honnête. Finalement, il opta pour la simplicité. « Parce que vos œuvres méritent d'être vues. Et parce que, égoïstement, je veux être le premier à les voir. » Le serveur s'approcha, brisant le moment de tension. Étienne demanda l'addition, ignorant les protestations de Sophie quand elle réalisa qu'il paierait pour tout. « Laissez-moi au moins contribuer, » insista-t-elle. « Vous avez déjà contribué plus que vous ne l'imaginez, » répondit-il énigmatiquement. En sortant de la brasserie, le soleil commençait déjà à se coucher, peignant le ciel parisien de teintes oranges et roses. Philippe, le chauffeur, attendait patiemment appuyé contre la Porsche noire. « Je peux vous raccompagner chez vous, » proposa Étienne. « Ce n'est pas nécessaire, » répondit rapidement Sophie. « J'habite à Montmartre, ce n'est pas loin. Je peux prendre le métro. »« J'insiste, c'est le moins que je puisse faire après avoir pris tant de votre temps. » Avant qu'elle ne puisse protester à nouveau, Étienne lui ouvrit la portière de la voiture. Sophie hésita un instant, mais finit par entrer. L'intérieur du véhicule était luxueux, avec des sièges en cuir souple et un subtil arôme de bois et de cuir. Durant le trajet jusqu'à Montmartre, ils discutèrent de sujets légers, la beauté de la ville vue du haut de Montmartre, les meilleurs endroits pour apprécier le coucher de soleil, les petits joyaux gastronomiques cachés dans les quartiers moins touristiques. C'était comme si tous deux évitaient délibérément de revenir au sujet de l'atelier, de la proposition qui planait dans l'air, comme une possibilité tentante et dangereuse. Lorsque la voiture s'arrêta devant l'immeuble modeste où habitait Sophie, Étienne descendit pour lui ouvrir la portière, un geste de galanterie qui semblait naturel chez lui. « Réfléchissez à mon offre, » dit-il, lui remettant une carte avec son numéro personnel noté à la main au verso. Sans pression, sans attente, juste une opportunité. Sophie prit la carte, ses doigts effleurant légèrement les siens. « J'y réfléchirai, » promit-elle. Tandis que la voiture s'éloignait, Sophie resta immobile sur le trottoir,
la carte toujours. Dans sa main, l'esprit rempli de questions sans réponse. Que venait-il de se passer? Comment un simple dessin sur le trottoir parisien avait-il abouti à un café avec l'un des hommes les plus puissants du pays? Et plus important encore, que ferait-elle maintenant? En montant les escaliers jusqu'à son appartement, l'ascenseur était encore en panne. Sophie ne pouvait s'empêcher de penser aux coïncidences qui avaient rapproché leur vie. Le lien avec Camille, la passion secrète d'Étienne pour l'architecture, l'ancien atelier de sa mère. C'était comme si l'univers conspirait pour unir leurs chemins. 3 jours passèrent avant que Sophie ne trouve enfin le courage d'appeler Étienne. Pendant ce temps, elle oscilla entre l'enthousiasme et l'appréhension, entre l'opportunité artistique et la peur de l'inconnu. Elle consulta son amie Marie, professeure d'histoire de l'art à la Sorbonne, qui alterna entre enthousiasme « c'est la chance de ta vie » et prudence. Les hommes riches veulent toujours quelque chose en retour. Au matin du 4e jour, avant même que le soleil ne se lève complètement sur Paris, Sophie composa le numéro sur la carte. Étienne répondit à la 2e sonnerie, comme s'il attendait son appel. « Je veux voir l'atelier », dit-elle sans détour, se surprenant elle-même par son assurance. « Bonjour à vous aussi », répondit Étienne, et elle pouvait entendre le sourire dans sa voix. « Que diriez-vous de cet après-midi » Ce même après-midi, la Porsche noire se gara devant son immeuble. Cette fois, Étienne conduisait personnellement, sans la présence du chauffeur. Il portait des vêtements plus décontractés, un jean de marque et une chemise blanche en plâtre, mais dégageait toujours une élégance naturelle qui faisait que les voisins de Sophie s'arrêtaient pour l'observer. « Prête à découvrir votre nouvel espace de travail ?» demanda-t-il lorsqu'elle monta dans la voiture, n'emportant qu'un petit sac à dos avec son carnet d'esquisses. « Juste pour voir », corrigea-t-elle, « je n'ai encore rien décidé. » Le voyage jusqu'à Paris fut rempli d'une conversation légère, mais Sophie ne pouvait ignorer la tension dans l'air. Il y avait quelque chose de non dit entre eux, une attente qu'aucun des deux n'osait nommer. En arrivant au manoir, Étienne ne la conduisit pas par l'entrée principale, mais par un chemin latéral qui serpentait entre des jardins luxuriants. Au bout du chemin, caché par un rideau de bougainvilliers violets, se dressait un petit chalet de style européen avec de grandes fenêtres et un toit d'ardoise. « Le refuge de ma mère », expliqua Étienne, ouvrant la porte avec une clé ancienne. L'intérieur du chalet coupa le souffle de Sophie. C'était un espace spacieux, avec un plafond haut et des fenêtres allant du sol au plafond, permettant à la lumière naturelle d'inonder l'environnement. Les murs étaient d'un blanc immaculé, créant la toile parfaite pour n'importe quel artiste. Au centre de l'espace, un grand chevalet en bois sombre attendait patiemment une nouvelle toile. « C'est… » Sophie ne put terminer sa phrase, trop émue pour trouver les mots adéquats. « Parfait pour vous », compléta Étienne, observant sa réaction avec satisfaction. « Tout ce qui est ici, peinture, pinceau, toile, est à votre disposition. Certaines choses peuvent avoir besoin d'être remplacées, mais l'essentiel est là. » Sophie parcourut lentement l'espace, touchant les matériaux, sentant l'énergie du lieu. Dans un coin, plusieurs tableaux étaient empilés contre le mur, couverts par un tissu protecteur. « Puis-je » demanda-t-elle, indiquant les tableaux. Étienne hésita un moment, mais acquiesça. Sophie retira soigneusement le tissu, révélant une série de peintures à l'huile, des paysages de Paris d'il y a des décennies, des portraits de personnes inconnues, des natures mortes délicates, toutes signées d'un simple LND. « Votre mère avait du talent », commenta Sophie, sincèrement impressionnée par la technique et la sensibilité des œuvres. « Elle peignait par plaisir, pas pour la reconnaissance », répondit Étienne, une note de nostalgie dans sa voix. Elle disait que l'art était sa façon de converser avec Dieu. Sophie continua d'examiner les peintures jusqu'à ce que ses yeux se posent sur un portrait particulier, un garçon d'environ 10 ans, aux yeux verts intenses et au sourire réservé. « C'est vous », dit-elle, non comme une question, mais comme une constatation. Étienne s'approcha, regardant le portrait comme s'il le voyait pour la première fois. C'est le dernier qu'elle a peint avant de tomber malade. La vulnérabilité dans sa voix fit que Sophie ressentit une connexion soudaine avec lui, non pas comme le milliardaire puissant, mais comme un homme qui portait ses propres douleurs. « Elle serait fière de l'homme que vous êtes devenu », dit doucement Sophie. Étienne la regarda avec une intensité qui la fit rougir.
Vous ne me connaissez même pas, Sophie. Comment pouvez-vous en être si sûre? Parce que, malgré tout votre pouvoir et votre argent, vous vous souciez encore de l'art. Cela en dit long sur une personne. Un silence chargé de sens s'installa entre eux, brisé seulement par le son lointain de la circulation parisienne. Étienne fut le premier à détourner le regard, marchant vers un petit réfrigérateur caché dans une armoire. « Champagne » offrit-il, sortant une bouteille. « Pour célébrer votre nouvel atelier. »« Je n'ai pas encore accepté », rappela Sophie, mais son ton ne portait plus la même conviction qu'auparavant. « Mais vous allez accepter », répondit Étienne avec confiance, servant 2 flûtes. Parce que vous êtes une artiste, et aucun véritable artiste ne résisterait à un espace comme celui-ci. Il avait raison, bien sûr. L'atelier était tout ce dont Sophie avait toujours rêvé, spacieux, lumineux, suffisamment isolé pour permettre la concentration, mais assez proche de la vie urbaine pour inspirer son art. À une condition, dit-elle, acceptant la flûte de champagne. C'est temporaire, un prêt, pas un cadeau. Et quand je vendrai ma première œuvre importante, je paierai un loyer rétroactif. Étienne rit, charmé par sa détermination. Marché conclu, mais je me réserve le droit de première offre pour toute œuvre que vous créerez ici. Ils trinquèrent, scellant l'accord informel qui changerait leur vie pour toujours. Dans les semaines qui suivirent, Sophie transforma l'atelier en son sanctuaire. Elle apporta certains de ses matériaux préférés de chez elle, réorganisa l'espace selon son flux de travail, et surtout, commença à peindre avec une liberté qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Libérée des préoccupations financières immédiates, Étienne insista pour payer une bourse d'études qui couvrait ses dépenses de base, et avec tout l'espace et les matériaux dont elle avait besoin, sa créativité s'épanouit de manière extraordinaire. Étienne, quant à lui, commença à visiter l'atelier régulièrement. Au début, sous prétexte de vérifier si tout était en ordre, puis, admettant ouvertement sa fascination pour le processus créatif de Sophie, il l'observait travailler, parfois en silence pendant des heures, d'autres fois en discutant d'art, d'architecture, de philosophie ou simplement du quotidien. « Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi complètement absorbé par quelque chose », commenta-t-il un après-midi, tandis que Sophie travaillait sur une grande toile qui explorait le contraste entre les gratte-ciels de verre du quartier de la Défense et les constructions plus modestes des banlieues. « C'est comme si j'entrais dans une autre dimension », expliqua-t-elle, sans quitter la toile des yeux. « Le temps s'arrête, les problèmes disparaissent. Il n'existe que la toile et moi. Cela doit être libérateur. Ça l'est. Vous devriez essayer un jour. » Étienne rit, mais il y avait une tristesse dans ses yeux. « Je crois que j'ai perdu cette capacité il y a longtemps. » Sophie posa son pinceau et se tourna vers lui. « Personne ne perd la capacité de créer. Parfois, nous oublions juste comment y accéder. » Elle prit un bloc à dessin et le tendit à Étienne avec un crayon fusain. « Dessinez quelque chose. N'importe quoi. »« Je ne sais pas dessiner, » protesta-t-il. « Tout le monde sait dessiner. Certaines personnes se convainquent simplement qu'elles et ça ne savent pas. Dessinez ce que vous voyez, pas ce que vous pensez devoir voir. » À contre-cœur, Étienne commença à tracer des lignes hésitantes sur le papier. Sophie retourna à son travail, le laissant explorer à son aise, sans la pression de son regard critique. Après environ une demi-heure, il mit le bloc de côté. « J'ai terminé, mais ce n'est pas bon. » Sophie prit le dessin, une esquisse simple d'elle-même travaillant sur la toile. Les proportions n'étaient pas parfaites, les lignes étaient incertaines, mais il y avait une honnêteté dans le trait qui la surprit. « Vous voyez plus que vous ne l'imaginez », commenta-t-elle, sincèrement impressionnée. « Avec de la pratique, vous pourriez devenir assez bon. » Étienne secoua la tête, mais un petit sourire jouait sur ses lèvres. C'était comme si elle avait réveillé quelque chose d'endormi en lui, une étincelle de créativité qui avait été étouffée par les années de responsabilité corporative. Fil des mois, la relation entre eux s'approfondit, transcendant la dynamique initiale de mécène et d'artiste. Ils devinrent confidents, partageant des histoires et des rêves qu'ils n'avaient jamais révélés à personne d'autre. Étienne parla de la pression d'assumer les affaires familiales après la perte précoce de ses parents, des relations échouées avec des femmes qui ne voyaient que son compte bancaire, de la solitude qui accompagnait le pouvoir. Sophie partagea ses insécurités en tant qu'artiste, la peur de ne jamais être vraiment reconnue, les difficultés de grandir dans une famille où l'art était vu comme un passe-temps, pas une carrière. « Je pense qu'il est temps de montrer votre travail au monde »,
dit Étienne un soir, alors qu'ils dînaient dans l'atelier, une tradition qu'ils avaient établie les vendredis. Sophie s'étouffa avec le vin. « Je ne suis pas prête. »« Vous avez au moins 20 chefs-d'œuvre. »« Car dans cet atelier, argumenta-t-il, des œuvres qui capturent l'essence de Paris d'une manière que je n'ai jamais vue auparavant. Le monde doit les voir. »« Le monde n'attend pas une artiste inconnue de plus, » répondit-elle incertaine. « Peut-être. Mais il attend toujours une nouvelle perspective. Et la vôtre est unique, Sophie. » Étienne avait déjà parlé d'organiser une exposition auparavant, mais jamais de façon aussi directe. Cette fois, il y avait une détermination dans sa voix, qui indiquait clairement qu'il n'accepterait pas un refus. « J'ai un ami qui est propriétaire de la Galerie Saint-Germain, » continua-t-il, « l'une des plus prestigieuses de la ville. Il recherche de nouveaux talents pour la saison de printemps. » La Galerie Saint-Germain, Étienne, les artistes passent des années à essayer d'y exposer. Et vous y parviendrez en moins d'un an, parce que votre talent mérite cette scène. La conviction d'Étienne était contagieuse. Les jours suivants, Sophie se retrouva à travailler avec une vigueur renouvelée, perfectionnant les œuvres existantes et créant de nouvelles pièces spécifiquement pour l'exposition. Étienne, quant à lui, activa ses connexions en coulisses, assurant non seulement l'espace dans la galerie, mais aussi la présence de critiques influents et de collectionneurs importants le soir de l'ouverture. La date fut fixée le 15 septembre. Un mois entier dédié exclusivement aux œuvres de Sophie Martin, une débutante dans le monde des arts visuels. Le titre de l'exposition, Ville divisée, cœur entier, une référence tant au thème de ses œuvres qu'à son propre parcours personnel. La semaine précédant l'ouverture, l'anxiété de Sophie atteignit des niveaux presque insupportables. Elle s'installa pratiquement dans l'atelier, dormant sur le petit canapé et travaillant à des heures irrégulières, obsédée par chaque détail, chaque coup de pinceau, chaque nuance de couleur. « Vous devez vous reposer », insista Étienne. Quand il la trouva épuisée, avec de profondes cernes, devant une toile qui était déjà parfaite 2 jours auparavant. « Je n'y arrive pas. J'ai peur que ce ne soit pas assez bon. » Étienne s'approcha, retirant doucement le pinceau de sa main. « C'est plus que suffisant. C'est extraordinaire. Mais vous ne serez pas en état d'apprécier votre propre triomphe si vous continuez ainsi. » Avec délicatesse, il la guida hors de l'atelier, insistant pour qu'elle passe le dernier jour avant l'exposition à se reposer dans l'une des chambres d'amis du manoir principal. À contre-cœur, Sophie finit par accepter, réalisant que son corps et son esprit imploraient une pause. Le soir de l'ouverture, Étienne envoya une robe, un modèle élégant, dans des tons de bleu profond, créé par un styliste français émergent. Avec la robe, une petite carte pour que vous brilliez autant que votre art. Et, quand Sophie descendit les escaliers du manoir, Étienne l'attendait dans le hall d'entrée. Son regard d'admiration dit tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. « Vous êtes éblouissante », parvint-il finalement à dire. « Grâce à vous », répondit-elle, indiquant la robe. « Non », corrigea-t-il doucement. « La robe ne fait que souligner ce qui était déjà là. » La Galerie Saint-Germain n'avait jamais connu une ouverture aussi fréquentée. L'élite de la société parisienne se pressait dans les espaces élégants, flûte de champagne à la main, regard avide parcourant les toiles de Sophie. Des critiques d'art aux expressions indéchiffrables prenaient des notes dans de petits carnets, tandis que des photographes se disputaient les meilleurs angles pour capturer l'événement qui s'annonçait déjà comme l'un des grands moments culturels de l'année. « Respirez », murmura Étienne à l'oreille de Sophie, percevant sa nervosité croissante alors qu'ils étaient abordés par un autre groupe de personnes curieuses. Elle essaya de suivre son conseil, mais c'était difficile, de rester calme face à tant d'attention. Durant toute sa vie, Sophie avait rêvé de ce moment, mais la réalité était bien plus intense que n'importe quelle fantaisie. Chaque compliment la laissait extatique, chaque regard critique la faisait douter de son talent. Auguste Moreau, le critique d'art le plus redouté de Paris, connu pour détruire des carrières avec ses analyses acides, s'arrêta devant l'une des œuvres les plus audacieuses de Sophie, une représentation abstraite de Belleville, vue d'en haut, où les constructions irrégulières formaient un motif presque hypnotique de couleurs vibrantes et d'ombres profondes. Intéressante. Utilisation de la perspective, commenta-t-il, ajustant ses lunettes à fine monture. Il y a une certaine naïveté dans le trait, mais pas nécessairement de façon négative.
Sophie ne savait pas si c'était un compliment ou une critique voilée, mais Étienne intervint avec l'habileté de quelqu'un qui naviguait dans des eaux sociales turbulentes depuis l'enfance. La naïveté est intentionnelle, n'est-ce pas, Sophie? Une façon de contraster la vision pure de l'artiste avec la complexité chaotique du paysage urbain. Auguste leva un sourcil, regardant d'Étienne à Sophie. « Est-ce bien cela, mademoiselle ?» Martin. Pendant un instant, Sophie envisagea d'acquiescer à l'interprétation d'Étienne, mais quelque chose en elle se rebella contre cette petite malhonnêteté. « En fait, » répondit-elle, se surprenant elle-même par sa fermeté, « il n'y a rien d'intentionnel dans la naïveté du trait. C'est simplement ma façon de voir le monde. Si cela paraît naïf à certains yeux, peut-être que le problème n'est pas dans la toile, mais dans l'attente de l'observateur. » Un silence tendu s'installa, brisé par le son inattendu du rire d'Auguste, un son rarement entendu dans les vernissages. « Rafraîchissant, déclara-t-il, inclinant légèrement la tête en signe de respect. Une artiste qui défend sa vision sans recourir à un jargon prétentieux. Je suivrai votre carrière avec intérêt, mademoiselle Martin. » Sur ce, le critique s'éloigna, laissant Sophie abasourdie et Étienne visiblement impressionné. « Vous venez de conquérir l'un des critiques les plus difficiles de France, » commenta-t-il, ne cachant pas la fierté dans sa voix. La soirée continua dans un tourbillon de présentations, de conversations et, à la surprise et à la joie de Sophie, de ventes. De petits autocollants rouges commencèrent à apparaître à côté des œuvres, indiquant qu'elles avaient été acquises. À la fin de la soirée, plus de la moitié des toiles exposées étaient vendues, un exploit extraordinaire pour une artiste lors de sa première exposition individuelle. « C'est surréaliste », confessa Sophie lorsqu'ils eurent enfin un moment seuls, dans un coin plus tranquille de la galerie. « J'ai passé des années à rêver de ce moment, et maintenant qu'il se produit, j'ai l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. » Étienne sourit, lui tendant une flûte de champagne. « C'est votre vie, Sophie. Vous avez conquis cela avec votre talent. J'ai simplement ouvert quelques portes. Des portes qui auraient pu rester fermées à jamais sans vous, » répondit-elle, touchant sa flûte à la sienne dans un toast silencieux. Le regard qu'ils échangèrent à ce moment était chargé d'émotions non verbalisées, gratitude, admiration et quelque chose de plus profond qu'aucun des deux n'était prêt à nommer. Le lendemain matin apporta les premiers échos du succès. Les principaux journaux et sites culturels mettaient en avant l'exposition, avec des titres allant de révélation dans les arts plastiques à la nouvelle voie de l'art urbain parisien. La critique d'Auguste Moreau, publiée dans sa chronique hebdomadaire, était étonnamment positive, décrivant le travail de Sophie comme une perspective honnête et courageusement personnelle sur les contradictions de la métropole française. Mais avec les éloges vinrent aussi les premières notes dissonantes. Dans une chronique de potin d'un journal populaire, une petite note s'interrogeait « Qui est vraiment Sophie Martin, la nouvelle chérie du monde des arts, ou simplement le nouveau jouet du milliardaire Étienne Durand ?» Sophie eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac en lisant ces mots. L'insinuation était claire. Son succès n'était pas le fruit de son talent, mais de sa relation avec Étienne. Le pire était que la chronique ne mentait pas sur les faits de base. Oui, elle avait reçu un soutien substantiel de l'un des soi-disant hommes les plus riches du pays. Oui, son ascension avait été météoriquement rapide comparée à la plupart des artistes. Ignorez cela, conseilla Marie quand Sophie appela son amie, dévastée. Ce sont juste des personnes envieuses qui essaient de diminuer votre triomphe. Mais et s'ils avaient raison? Questionna Sophie, verbalisant la peur qui commençait à la ronger de l'intérieur. Et si je n'avais du succès qu'à cause d'Étienne? Absurde, répondit l'ami avec fermeté. Étienne peut avoir ouvert des portes, mais ce sont vos œuvres qui ont conquis la critique et les acheteurs. Personne n'acquiert une toile pour des centaines de milliers d'euros simplement pour plaire à un milliardaire, aussi influent soit-il. Les paroles de Marie apportèrent un certain réconfort, mais la graine du doute était déjà plantée. Dans les jours qui suivirent, alors que l'exposition continuait d'attirer des visiteurs et des ventes, Sophie oscillait entre l'euphorie de la reconnaissance et l'angoisse de l'insécurité. Étienne remarqua le changement dans son comportement,
Pendant un dîner dans l'appartement de Sophie, elle avait insisté pour cuisiner pour lui une bouillabaisse qu'elle avait apprise de sa grand-mère. Il aborda finalement le sujet. « Quelque chose vous tracasse, dit-il, non comme une question, mais comme une constatation. » Sophie envisagea de nier, mais il y avait une honnêteté entre eux qui ne permettait pas de tels subterfuges. En silence, elle prit le journal plié sur la table et le tendit à Étienne, ouvert à la page de la chronique de Potin. Il lut rapidement, son visage se durcissant à mesure qu'il absorbait les insinuations malveillantes. « Ordure journalistique », déclara-t-il, rendant le journal. « Elle ne mérite pas une seconde de votre inquiétude. »« Ce n'est pas seulement ça, » admit Sophie, incapable de le regarder. « C'est que une partie de moi se demande s'il n'y a pas une part de vérité là-dedans, si j'ai vraiment mérité tout ce qui se passe, ou si c'est simplement le résultat de vos contacts, de votre argent, de votre influence. » Étienne resta silencieux un moment, considérant soigneusement ses prochaines paroles. Quand il parla, finalement sa voix était chargée d'une émotion contenue. « Sophie, regardez-moi. » Elle leva les yeux, surprise par l'intensité dans sa voix. « Mon argent peut acheter beaucoup de choses, des propriétés, des voitures, des actions, même des loyautés temporaires. Mais il y a une chose que tout l'argent du monde ne peut pas acheter, un talent authentique. Pensez-vous qu'Auguste Moreau, qui a déjà détruit la réputation d'artiste consacré, risquerait sa crédibilité en faisant l'éloge d'une imposture? Ou que des collectionneurs expérimentés, qui investissent des millions dans l'art chaque année, jetteraient leur argent par les fenêtres pour des œuvres médiocres? Il y avait une passion dans ces paroles qui commençait à pénétrer les barrières de doute que Sophie avait érigées. Ce que nous avons, notre amitié, notre connexion, est séparé de votre valeur en tant qu'artiste, continua-t-il. Oui, j'ai utilisé mon influence pour garantir que votre travail soit vu. Mais ce que les gens ont vu, ce qui les a touchés, ce qui les a fait ouvrir leur portefeuille, c'était purement et simplement votre talent. Sophie voulait le croire, désespérément. Mais des années d'insécurité ne pouvaient être effacées par quelques mots, aussi sincères soient-ils. Et si je ne parviens jamais à reproduire ce succès? Et si ma prochaine exposition est un échec? Étienne sourit gentiment. Alors vous vous relèverez, apprendrez de l'expérience et continuerez. Comme tous les grands artistes l'ont fait au cours de l'histoire, il y avait quelque chose de si réconfortant dans sa confiance inébranlable que Sophie sentit une partie de son anxiété se dissiper. Peut-être avait-il raison. Peut-être méritait-elle vraiment son succès. Les murmures de la société, cependant, ne cessèrent pas. À mesure que Sophie devenait plus visible dans le circuit culturel parisien, fréquemment accompagnée par Étienne lors d'événements et de dîners, les spéculations sur la nature de leur relation s'intensifièrent. Des magazines de célébrités publiaient des photos d'eux ensemble, analysant leur langage corporel, inventant des histoires sur une romance secrète entre le milliardaire et l'artiste émergente. Artiste d'origine modeste conquiert le cœur. Du magnate était le titre d'un article particulièrement sensationnaliste, qui dressait un profil exagéré de Sophie, la décrivant comme une Cendrillon des pinceaux qui avait capturé l'attention de son prince entrepreneurial. L'exposition prit fin avec un succès retentissant. Toutes les œuvres furent vendues, des critiques positives continuèrent d'apparaître et des galeries d'autres villes, Lyon, Bordeaux et même une de New York, manifestèrent leur intérêt pour exposer les prochaines créations de Sophie. « Nous devons célébrer convenablement », déclara Étienne lorsque la dernière toile fut retirée de la galerie, soigneusement emballée pour être livrée à son nouveau propriétaire, un collectionneur d'art contemporain bien connu. « Nous avons déjà célébré », rappela Sophie, faisant référence à la petite fête qu'ils avaient organisée à la galerie après la clôture officielle. « C'était une célébration publique, » répondit-il avec un sourire conspirateur. « Je parle de quelque chose de plus personnel, quelque chose qui célèbre non seulement votre réussite artistique, mais aussi le chemin que nous avons parcouru ensemble jusqu'ici. » Il y avait une intimité dans ces paroles qui fit accélérer le cœur de Sophie. Pendant les mois qu'ils avaient partagés, une connexion profonde s'était développée entre eux, une amitié qui transcendait les différences sociales et économiques, basée sur un respect mutuel et une admiration sincère. Mais dernièrement, quelque chose de plus semblait s'épanouir, quelque chose qu'aucun d'eux n'avait verbalisé,
mais qui planait entre eux comme une promesse non prononcée. « Qu'avez-vous en tête ?» demanda-t-elle, essayant de garder une voix décontractée. « Un week-end à Giverny », répondit Étienne. « J'y ai une maison isolée, avec vue sur les jardins. L'endroit parfait pour se reposer, réfléchir et... » Il hésita, comme s'il considérait ses prochains mots. Parler de l'avenir. L'avenir. Un mot chargé de possibilités et d'incertitudes. Sophie ressentit un mélange d'excitation et d'appréhension. Une partie d'elle voulait courir vers cet avenir à bras ouverts. Une autre partie, plus prudente, craignait les complications qui pourraient surgir si sa relation avec Étienne évoluait vers quelque chose de plus intime. « Giverny semble parfait », répondit-elle finalement, décidant que certains voyages valent le risque. Étienne sourit, un sourire qui illumina ses yeux d'une façon que Sophie voyait rarement, pure joie, sans la prudence qui accompagnait généralement ses expressions. « Nous partirons vendredi, » dit-il, prenant sa main et la serrant légèrement. « Préparez-vous pour le meilleur week-end de votre vie. » À ce moment, avec la main d'Étienne dans la sienne et la promesse d'un avenir partagé flottant dans l'air, Sophie se permit de croire que peut-être, juste peut-être, les contes de fées modernes pouvaient réellement se produire, même pour une artiste d'origine modeste comme elle. Giverny, avec ses jardins luxuriants et ses maisons aux toits de tuiles, semblait exister dans une autre dimension temporelle. Sophie sentit l'atmosphère du village historique l'envelopper dès qu'ils descendirent de l'hélicoptère privé d'Étienne. Un luxe qui la mettait encore mal à l'aise, mais sur lequel il insistait comme une nécessité pratique pour éviter le trafic intense sur la route Paris-Vernon. « Respirez », suggéra Étienne, l'observant absorber la vue panoramique de la vallée de la Seine parsemée de collines verdoyantes. C'est l'un des rares endroits en France où le temps semble vraiment ralentir. La maison, ou plutôt la propriété, d'Étienne se trouvait à environ 20 minutes du centre historique, sur une péninsule privée qui garantissait une intimité totale. Contrairement au manoir ostentatoire de Paris, cette résidence avait un charme rustique sophistiqué, avec une structure en bois noble, de larges vérandas et une intégration harmonieuse avec la nature exubérante de la campagne normande. « C'est surprenant », commenta Sophie tandis qu'ils marchaient sur le sentier de pierre qui menait à la maison principale. « Je m'attendais à quelque chose de plus extravagant », compléta Étienne avec un sourire compréhensif. « C'est mon refuge. Sophie, ici je n'ai pas besoin d'être l'Étienne Durand des journaux économiques. Je peux être simplement moi-même. » Il y avait une vulnérabilité dans sa confession qui toucha Sophie profondément. Au cours des mois de cohabitation, elle avait occasionnellement entrevu cet Étienne plus authentique, dépouillé des armures sociales et corporatives, mais jamais de manière aussi ouverte qu'à présent. L'intérieur de la maison était un équilibre parfait entre confort et élégance simple. De grandes fenêtres encadrèrent des vues spectaculaires de la rivière, tandis que le mobilier en bois foncé et les tissus d'ameublement au ton naturel créaient une ambiance accueillante. À la surprise de Sophie, les murs présentaient une collection impressionnante d'art contemporain français, Soulages, Viala, et même de jeunes artistes émergents dont elle reconnaissait les œuvres dans des galeries alternatives. « Je ne savais pas que vous collectionniez l'art national », commenta-t-elle, s'approchant d'une toile particulièrement vibrante. « J'ai commencé il y a quelques années », répondit Étienne, l'observant avec un sourire discret. « C'était une façon de me reconnecter avec quelque chose que j'ai toujours aimé, mais que j'avais mis de côté en raison des affaires. » Sophie continua de parcourir la salle, examinant chaque œuvre avec un regard technique et appréciatif, jusqu'à s'arrêter devant un espace vide sur le mur principal, un rectangle plus clair sur la peinture, indiquant que quelque chose avait été récemment retiré. « Qu'y avait-il ici ?» demanda-t-elle, curieuse. Étienne s'approcha, s'arrêtant à ses côtés. « Cet espace est réservé, » dit-il, sa voix soudainement plus basse, presque intime. « Pour une œuvre spéciale que j'attends encore. » Il y avait une signification implicite dans ces paroles qui fit accélérer le cœur de Sophie, mais avant qu'elle ne puisse répondre, ils furent interrompus par l'arrivée de Joséphine, la gouvernante qui s'occupait de la propriété. « Le déjeuner est servi sur la véranda, comme vous l'avez demandé, monsieur », annonça la dame d'âge moyen avec un sourire chaleureux. Le repas fut servi sur une table en bois massif sur la véranda latérale,
avec vue sur une petite crique privée où des eaux cristallines rencontraient une bande de sable fin. Des plats de la cuisine normande, fruits de mer frais, poissons grillés aux herbes locales, terrines locales et une salade de légumes du jardin, furent accompagnés d'un vin blanc de la Loire qu'Étienne choisit personnellement dans sa cave. La conversation coula naturellement, comme cela arrivait toujours entre eux. Ils parlèrent de l'exposition, des projets futurs de Sophie, de la possibilité pour Étienne de réduire sa charge de travail pour consacrer plus de temps à ses intérêts personnels. Il y avait une légèreté entre eux, une complicité qui rendait même les silences confortables. Après le déjeuner, Étienne suggéra une promenade dans la propriété. Ils marchèrent sur des sentiers ombragés par des arbres centenaires, découvrirent une petite cascade cachée qui se déversait directement dans la rivière et finalement arrivèrent à une terrasse en bois construite sur des rochers, offrant une vue privilégiée du coucher de soleil qui commençait à peindre le ciel de teintes orange et rose. « C'est mon endroit préféré dans toute la propriété », confessa Étienne, s'appuyant contre la balustrade de la terrasse. « Je viens ici chaque fois que j'ai besoin de prendre des décisions importantes ou simplement d'échapper au monde pendant quelques heures. » Sophie observa son profil découpé contre le ciel coloré, notant comme il semblait plus jeune, plus léger dans cet environnement. C'était comme si Giverny dépouillait des couches de tension qu'il portait constamment à Paris. « Merci de partager cela avec moi », dit-elle doucement. Étienne se tourna pour la regarder, ses yeux reflétant le doré du soleil couchant. « Je veux partager bien plus que cela, Sophie. » Il y avait une intensité dans sa voix qui lui coupa le souffle. Étienne s'approcha, réduisant la distance entre eux. « Ces derniers mois ont changé ma vie d'une façon que je n'imaginais pas possible, » continua-t-il. « Vous avez apporté de la couleur à un monde qui était devenu gris. Vous m'avez fait voir la beauté là où je ne voyais que des transactions et des chiffres. »« Étienne, s'il vous plaît, laissez-moi terminer, » interrompit-il gentiment. « Avant vous, j'avais tout ce que l'argent peut acheter, mais rien de ce qui compte vraiment. Je vivais dans un manoir qui n'a jamais été un foyer, entouré de personnes qui n'ont jamais été de vrais amis. » Il sortit quelque chose de sa poche, une petite boîte en bois sculptée qui tiendrait dans la paume de sa main. « Ce n'est pas ce que vous pensez, » s'empressa-t-il de préciser, remarquant l'expression alarmée de Sophie. « Pas encore. Mais c'est un symbole de ce que je ressens pour vous, de ce que j'espère que nous pourrons construire ensemble. » Avec précaution, Étienne ouvrit la boîte, révélant une bague délicate. Ce n'était pas une bague de fiançailles traditionnelle, avec des diamants ostentatoires, mais une pièce unique de design contemporain, une fine bande d'or blanc entrelacée avec une ligne d'or rose, formant un motif qui rappelait les vagues de la Seine. « Elle a été créée par un artiste joaillier de Giverny, » expliqua Étienne. « Chaque pièce est unique, tout comme ce que nous avons. » Sophie regardait fixement la bague, un tourbillon d'émotions se bousculant en elle. C'était magnifique, significatif, parfait et complètement terrifiant. « C'est trop tôt, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Nous nous connaissons depuis moins d'1 an. Certaines personnes passent des décennies ensemble et ne se connaissent jamais vraiment, » répondit Étienne. « D'autres n'ont besoin que de moments pour reconnaître une connexion authentique. » Il prit sa main avec délicatesse. « Je ne vous demande pas de m'épouser aujourd'hui, ni n'essaie d'acheter votre affection avec des cadeaux coûteux. Cette bague n'est pas une chaîne, mais une promesse, que tant que vous le voudrez, je serai à vos côtés, non pas comme votre mécène ou bienfaiteur, mais comme quelqu'un qui croit en vous, qui vous admire profondément et qui, oui, tombe un peu plus amoureux chaque jour. » Les paroles d'Étienne atteignirent Sophie comme des vagues se brisant sur la plage, successives, puissantes, inévitables. Une partie d'elle voulait s'abandonner complètement à cette promesse, croire que le conte de fées pourrait devenir réalité. Une autre partie, façonnée par des années de lutte et de méfiance, sonnait l'alarme. « J'ai peur, » admit-elle finalement, « peur que ce ne soit qu'un moment dans votre vie, une phase intéressante avant que vous ne passiez à la nouveauté. Suivante. Peur que notre différence de monde finisse par nous séparer. Peur de perdre mon identité, de devenir simplement la petite amie du milliardaire. » Étienne écouta attentivement, sans interrompre, sans essayer de réfuter ses préoccupations. Quand elle eut terminé, il acquiesça simplement, reconnaissant la légitimité de ses craintes. « Toutes vos inquiétudes sont valables, dit-il.
Je ne peux pas promettre que nous surmonterons tous les obstacles, ni que ce sera toujours facile. Ce que je peux promettre, c'est que je ne vous demanderai jamais d'être moins que ce que vous êtes, je n'essaierai jamais d'éclipser votre lumière pour que la mienne brille davantage. Votre talent, votre indépendance, votre essence, ce sont ces qualités qui m'ont attiré dès le début, et ce sont ces qualités que je veux voir s'épanouir. Avec ou sans moi à vos côtés. Sophie sentit des larmes se former dans ses yeux. Comment résister à des paroles si sincères, si alignées avec ses propres désirs les plus profonds? Je n'ai pas besoin d'une réponse maintenant, continua Étienne, refermant la boîte avec la bague et la plaçant dans les mains de Sophie. Prenez le temps dont vous avez besoin. La bague est à vous, quelle que soit votre décision, un rappel de l'impact que vous avez eu dans ma vie, même si nos chemins finissent par prendre des directions différentes. Le soleil disparut finalement, à l'horizon, ne laissant qu'une traînée pourpre dans le ciel qui se remplissait rapidement d'étoiles. En silence, ils observèrent la première étoile apparaître, brillante et solitaire. « On dit qu'il faut faire un vœu à la première étoile de la nuit », commenta Sophie, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Et que souhaiteriez-vous » demanda Étienne. Sophie ferma les yeux un moment, sentant le poids de la boîte dans ses mains, la chaleur de la présence d'Étienne à ses côtés, la brise légère caressant son visage. « La clarté », répondit-elle finalement, « le courage de suivre, le bon chemin, quel qu'il soit. » Étienne sourit, un sourire teinté d'un mélange d'espoir et de résignation, un souhait sage. Ils retournèrent à la maison dans un silence contemplatif, chacun absorbé dans ses propres pensées. Le dîner fut servi dans la salle à manger, principale, un repas plus élaboré que le déjeuner, mais conservant toujours l'essence de la cuisine locale. La conversation, auparavant si fluide et naturelle, venait maintenant par fragments hésitants, tous deux naviguant prudemment autour de l'éléphant dans la pièce. Après le dîner, Étienne montra à Sophie la chambre préparée pour elle, une suite spacieuse avec balcon privé et vue sur la rivière. Il y avait un bouquet d'hibiscus rouges sur la commode et sur la table de chevet, un ensemble d'aquarelles et un bloc de papier spécial pour peinture. « J'ai pensé que vous voudriez peut-être capturer quelques paysages locaux, » expliqua-t-il, remarquant son regard surpris. « Les couleurs de l'aube ici sont incomparables. »« Merci, » répondit Sophie, touchée par sa prévenance. « Pour tout ceci, pour le week-end, pour l'espace, pour... » Elle hésita, touchant la poche où elle avait rangé la boîte avec la bague, pour croire en moi plus que je ne le fais parfois moi-même. Étienne s'approcha, touchant légèrement son visage du dos de ses doigts. Un geste si doux qu'il semblait presque révérencieux. « Bonne nuit, Sophie. Rêvez de belles choses. » Il s'éloigna vers la porte, mais avant qu'il ne puisse sortir, Sophie l'appela. « Étienne ?» Il se retourna, expectatif. « Je suis heureuse d'être ici, » dit-elle simplement. Un sourire illumina son visage. « Moi aussi. » Seule dans la chambre, Sophie ouvrit à nouveau la boîte, examinant la bague sous la douce lumière de la lampe. C'était vraiment une pièce extraordinaire. Non pas pour sa valeur matérielle, mais pour sa signification, l'intention derrière elle. Elle l'essaya au doigt, admirant comme elle s'ajustait parfaitement, comme si elle avait été faite exclusivement pour elle. Peut-être l'était-elle, pensa-t-elle. Étienne serait certainement capable de découvrir sa taille de bague sans qu'elle ne s'en aperçoive. Allongée sur le lit spacieux, avec la bague encore au doigt, Sophie revivait les derniers mois. La rencontre fortuite devant le manoir, le café à la brasserie discrète, l'offre de l'atelier, le succès de l'exposition, et maintenant cette déclaration voilée, cette promesse d'un avenir partagé. Était-ce trop rapide? Probablement. Était-ce un risque énorme, sans aucun doute? Mais c'était aussi la chose la plus authentique qu'elle ait jamais ressentie. Avec ces pensées, Sophie s'endormit, la bague scintillant doucement sous le clair de lune qui entrait par la fenêtre ouverte, comme une étoile tombée du ciel directement sur son doigt. L'aube apporta une clarté différente à Sophie, pas seulement la lumière dorée qui se déversait par la fenêtre de sa suite, mais une clarté intérieure qui avait éludé son cœur ces dernières semaines. Elle se réveilla avec la bague toujours à son doigt, un poids léger et réconfortant qui semblait y appartenir. Assise sur le balcon privé, avec une tasse de café fraîchement préparée et le bloc d'aquarelle sur ses genoux, elle commença à peindre le lever du soleil sur la vallée de la Seine. Les couleurs coulaient naturellement,
l'or intense du soleil levant, les bleus profonds de l'eau encore partiellement endormie, les verts luxuriants de la campagne qui embrassaient la propriété. Sous son pinceau, le paysage prenait vie, non pas comme une reproduction photographique, mais comme une interprétation émotionnelle de la beauté qui l'entourait. C'est ainsi qu'Étienne la trouva, absorbée dans son art, étrangère au monde extérieur. Il resta silencieux quelques minutes, se contentant de l'observer, travailler, admirant la concentration sur son visage, la précision de ses mouvements, la façon dont elle mordillait légèrement sa lèvre inférieure quand elle se consacrait à un détail particulièrement délicat. « Bonjour », dit-il finalement, annonçant sa présence. Sophie leva les yeux, un sourire instantané illuminant son visage. « Bonjour. Désolé, je me suis perdu dans le temps. La lumière ici est simplement parfaite. » Étienne s'approcha, regardant par-dessus son épaule l'aquarelle en cours. « C'est extraordinaire comme vous capturez l'essence du lieu, pas seulement son apparence. C'est parce que je ne peins pas seulement ce que je vois, mais ce que je ressens, » expliqua Sophie, ajoutant une touche de lilas au ciel, une couleur qui n'était pas réellement là, mais qui transmettait la sensation éthérée de l'aube. Remarquant la bague à son doigt, Étienne sentit un sursaut d'espoir mais se retint de commenter. Il ne voulait pas la presser, préférant lui donner l'espace pour arriver à ses propres conclusions, à son propre rythme. « J'ai une proposition pour aujourd'hui, » dit-il, changeant de sujet. « J'aimerais vous montrer un endroit spécial ici, à Giverny, quelque chose que peu de visiteurs connaissent. » Intriguée, Sophie acquiesça. « Cela semble mystérieux. Dois-je m'habiller d'une façon particulière? Quelque chose de confortable pour marcher. Et peut-être un maillot de bain en dessous, » répondit-il avec un sourire énigmatique. Après un petit déjeuner léger sur la véranda principale, fruits tropicaux frais, pain fait maison, confiture artisanale de pommes à la cannelle, ils partirent dans une petite barque pilotée par Jean, le gardien de la propriété qui était né et avait grandi à Giverny. L'homme d'âge moyen, à la peau tannée par le soleil et aux yeux qui semblaient contenir la sagesse de la rivière, guida l'embarcation avec la familiarité de quelqu'un qui connaissait chaque courant, chaque récif caché, chaque humeur de l'eau. « Où allons-nous exactement ?» demanda Sophie, sentant le vent ébouriffer ses cheveux. « C'est une surprise », répondit Étienne, assis à côté d'elle sur le banc en bois poli du bateau. « Mais je peux vous dire que c'est l'un des endroits les plus spéciaux de Giverny et pratiquement inconnu des touristes. » Ils naviguèrent pendant environ 20 minutes, contournant de petites îles verdoyantes, passant devant des plages désertes où seuls des hérons et des oiseaux marins troublèrent la perfection immaculée du sable. Finalement, Jean dirigea le bateau vers une crique protégée, entourée de formations rocheuses imposantes et d'une végétation si dense qu'elle semblait impénétrable. « Nous sommes arrivés », annonça Étienne lorsque le bateau toucha doucement un petit ponton en bois presque caché par des arbustes fleuris. Ils débarquèrent et Jean expliqua qu'il reviendrait les chercher en fin d'après-midi ou avant, si nécessaire, un simple appel téléphonique suffirait. Avec un signe expérimenté, l'homme éloigna le bateau, les laissant seuls dans ce paradis caché. « Venez », invita Étienne, prenant la main de Sophie et la guidant le long d'un sentier étroit qui serpentait entre des arbres centenaires. Ils marchèrent pendant environ 10 minutes, montant légèrement, jusqu'à ce que la végétation commence à s'éclaircir et que le son de l'eau courante devienne de plus en plus présent. En tournant à un virage du chemin, Sophie s'arrêta net, émerveillée par la vision qui se dévoilait devant elle. Une piscine naturelle aux eaux cristallines, alimentée par une petite cascade qui descendait doucement sur des rochers couverts de mousse, s'ouvrait comme un joyau liquide au milieu de la forêt. La lumière du soleil, filtrée par les cimes des arbres, créait des motifs dansants sur la surface de l'eau, tandis que de petits poissons colorés nageaient tranquillement, indifférents aux visiteurs humains. « C'est magique !» murmura Sophie, craignant que sa voix ne brise l'enchantement du lieu. « On l'appelle le bassin d'émeraude, parmi les rares locaux qui connaissent son existence, » expliqua Étienne. En raison de la composition minérale des roches, l'eau prend cette teinte verdâtre unique quand le soleil l'illumine directement. « Comment avez-vous découvert cet endroit ?» demanda-t-elle, absorbant encore la beauté presque irréelle du décor. Un sourire mélancolique passa sur le visage d'Étienne. « Ma mère m'y a amené quand j'avais environ 12 ans. C'était son
J'ai endroit préféré dans toute la France. Elle disait qu'ici, elle pouvait entendre la voix de la nature plus clairement que n'importe où ailleurs. Il y avait une vulnérabilité dans sa voix en parlant de sa mère qui toucha Sophie profondément. Étienne mentionnait rarement sa famille. Et quand il le faisait, c'était généralement en termes pratiques, liés aux affaires qu'il avait héritées. Ce souvenir personnel, partagé dans ce cadre presque mystique, semblait un cadeau plus intime que n'importe quel bijou ou œuvre d'art. « Merci de partager cela avec moi », dit-elle, serrant légèrement sa main. En silence, ils se préparèrent à entrer dans l'eau. Étienne avait apporté un petit sac à dos avec des serviettes, des fruits et de l'eau. Sophie retira la robe légère qu'elle portait sur son maillot de bain, consciente du regard admiratif d'Étienne, qui tentait de dissimuler son appréciation par respect. L'eau était à la température parfaite, assez fraîche pour revigorer, mais pas froide au point de causer de l'inconfort. Ils nagèrent jusqu'au centre de la piscine naturelle, où la profondeur leur permettait de flotter côte à côte, regardant la canopée d'arbres au-dessus, occasionnellement pointant du doigt un oiseau exotique ou une formation de nuages particulièrement intéressante. Ce fut dans ce moment de tranquillité parfaite, flottant dans les eaux d'émeraude sous un ciel français intensément bleu, que Sophie prit sa décision. « Oui », dit-elle simplement, son regard rencontrant celui d'Étienne. Il la regarda avec un sourcil levé, une question silencieuse dans ses yeux. « Oui pour la bague », clarifia-t-elle. « Oui pour nous. Oui pour tout ce que l'avenir nous réserve, ensemble. » Étienne arrêta de flotter, posant ses pieds au fond de la piscine naturelle et s'approchant d'elle. Ses mains trouvèrent la taille de Sophie, la soutenant dans l'eau. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-il, sa voix presque un murmure. « Je ne veux pas que vous vous sentiez pressé de quelque façon que ce soit. » Sophie sourit, touchant son visage de doigts mouillés. « Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose dans ma vie. J'ai peur, oui, mais je réalise que la peur de perdre ce que nous pouvons construire ensemble est plus grande que la peur. » De l'inconnu. Sans plus de mots, Étienne l'attira à lui, ses lèvres trouvant les siennes dans un baiser qui semblait contenir toutes les promesses du monde. L'eau fraîche autour d'eux, le soleil filtrant entre les feuilles, le chant occasionnel d'un oiseau lointain, tout se fondait en une symphonie parfaite qui accompagnait ce moment de décision et d'abandon. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux riaient, une joie pure et insouciante qu'aucun d'eux n'avait ressentie depuis longtemps. Le reste de la journée passa comme un rêve. Ils explorèrent d'autres parties de l'île, firent un pique-nique à l'ombre d'arbres centenaires, parlèrent de tout et de rien, alternant entre des plans grandioses pour l'avenir et des observations triviales sur la beauté qui les entourait. En retournant à la propriété principale, déjà en fin d'après-midi, une idée commença à se former dans l'esprit de Sophie, une idée qui unissait son art, le privilège d'Étienne et une façon de rendre à la ville qui les avait rapprochés. Et si nous transformions une partie du manoir à Paris en centre culturel, suggéra-t-elle pendant le dîner, ses yeux brillants d'enthousiasme. Un espace où des artistes talentueux qui n'ont pas d'opportunité pourraient exposer, donner des ateliers, interagir avec le public. Étienne la regarda avec intérêt, intrigué non seulement par l'idée elle-même, mais par l'utilisation du pronom « nous », un indicateur petit mais significatif de la façon dont elle commençait déjà à se voir comme faisant partie d'une unité. « Continuez », encouragea-t-il, sincèrement curieux de sa vision. « Pensez-y, cette aile est du manoir, que vous avez dit vous-même utiliser rarement. Elle a une entrée indépendante, ce qui permettrait un accès public sans compromettre votre vie privée. Nous pourrions la transformer en galerie, salle de classe, espace pour résidences artistiques. » Au fur et à mesure qu'elle parlait, l'idée prenait forme et substance. Étienne écoutait attentivement, posant occasionnellement des questions ou suggérant des modifications, mais clairement captivé par le concept. Ce serait une façon de démocratiser l'accès à l'art, continua Sophie, de briser les barrières, qui séparent habituellement différentes classes sociales dans le monde artistique. Imaginez des enfants de Belleville prenant des cours avec des artistes reconnus, côte à côte avec des étudiants d'écoles privées du 16e arrondissement. Vous ne proposez rien de moins qu'une révolution culturelle à petite échelle, observa Étienne, un sourire admiratif sur ses lèvres. Révolution est un grand mot, répondit-elle avec un sourire timide. Je préfère penser à cela comme à un pont, entre les beaux quartiers et les banlieues,
entre le traditionnel et le contemporain, entre l'accessible et l'exclusif. Étienne se leva, marcha jusqu'à la fenêtre qui offrait une vue panoramique de la vallée nocturne, ponctuée par les lumières de maisons lointaines. Quand il se retourna, il y avait une détermination dans son regard que Sophie avait déjà appris à reconnaître. C'était le même regard qu'il avait quand il décidait qu'un projet d'entreprise était viable et valait l'investissement. « Faisons-le », déclara-t-il, pas seulement comme un projet philanthropique, mais comme une institution culturelle sérieuse, avec une planification à long terme et un impact réel. L'enthousiasme de Sophie était palpable. Nous pourrions commencer par une exposition collective, réunissant des artistes d'origines et de styles différents. Faire une cartographie des talents dans les communautés moins privilégiées, créer un programme de mentorat. Tandis qu'elle énumérait les possibilités, Étienne observait l'éclat dans ses yeux, la passion dans sa voix, la façon dont elle gesticulait avec animation. Ce fut à ce moment qu'il eut la certitude absolue que son impulsion de s'approcher de cette femme qui dessinait son manoir avait été la plus juste de sa vie. « Vous avez transformé ma vie, vous savez, » dit-il, interrompant doucement son flux d'idées. « Pas seulement avec votre art ou votre beauté, mais avec votre façon de voir le monde, les possibilités là où je ne voyais que des obstacles, les connexions là où je ne voyais que des divisions. » Sophie rougit, encore mal à l'aise avec des compliments aussi directs. « Nous formons une bonne équipe, » répondit-elle simplement, chacun apportant différentes perspectives et compétences. « La meilleure équipe, » acquiesça Étienne, levant son verre dans un toast silencieux. Cette nuit-là, sous le ciel étoilé de Giverny, allongés sur des chaises longues sur la véranda principale, ils affinèrent l'idée du centre culturel, lui donnant forme et substance. Ce ne serait pas seulement un projet personnel, mais quelque chose qui pourrait réellement avoir un impact sur la scène artistique parisienne, créant des opportunités là où il n'y avait auparavant que des portes fermées. Nous devons trouver un nom fort qui communique exactement ce que nous voulons accomplir, commenta Étienne pensif. Sophie réfléchit un moment, observant les étoiles au-dessus. Que diriez-vous de traverser? Cela représente le voyage entre différents mondes, différentes réalités. Traverser, répéta Étienne, testant le mot. Centre culturel traversé. C'est fort, c'est significatif. Approuvé. Ils se sourirent, conscients qu'ils s'embarquaient dans un voyage qui transcendait leurs intérêts personnels, quelque chose qui pourrait laisser un héritage durable. Plus tard, alors que Sophie se préparait déjà à dormir, Étienne frappa doucement à sa porte. « J'ai quelque chose pour vous, dit-il quand elle répondit, déjà vêtue d'un pyjama léger en coton. Dans ses mains se trouvait un petit paquet enveloppé dans du papier de soie. Curieuse, Sophie l'ouvrit, révélant un carnet à la couverture de cuir vieilli, ses pages jaunies par le temps. « C'était le journal de projet de ma mère, » expliqua Étienne, où elle notait ses idées pour des projets sociaux impliquant... Alors, elle n'a jamais eu la chance de les réaliser. Je pense qu'elle aimerait que vous l'ayez maintenant. » Sophie feuilleta le carnet avec révérence, observant les croquis détaillés, les notes dans les marges, les coupures de journaux soigneusement collées entre les pages, tout révélant un esprit créatif et socialement conscient. « C'est... Je n'ai pas de mots, dit-elle émue. Vous êtes sûr de vouloir vous séparer de quelque chose d'aussi personnel? Je ne m'en sépare pas, corrigea doucement Étienne. Je le partage, avec la seule personne qui, je crois, peut vraiment comprendre et peut-être même réaliser certains de ses rêves. Sophie serra le carnet contre sa poitrine, profondément touchée par le geste. Je promets d'honorer ses idées. Nous utiliserons ce qui est possible pour traverser. Un an s'était écoulé depuis ce week-end transformateur à Giverny. L'automne était arrivé à Paris, apportant avec lui une brise plus fraîche et un ciel d'un bleu presque irréel. Dans l'ancienne aile et du manoir d'Étienne, maintenant complètement rénové et redessiné, une foule diverse se réunissait pour l'inauguration officielle du centre culturel traversé. Sophie observait la scène depuis le 2e étage, momentanément isolée de l'agitation. Vêtue d'un élégant ensemble tailleur blanc, avec la bague qu'Étienne lui avait donnée à Giverny brillant discrètement à sa main droite, elle pouvait à peine croire à la transformation dont elle était témoin, non seulement de l'espace physique, mais de sa propre vie. « Vous voilà, » dit Étienne, s'approchant par derrière et entourant sa taille de ses bras. Tout le monde cherche la directrice artistique et idéatrice du projet. Sophie sourit,
s'appuyant contre sa poitrine. J'avais juste besoin d'un moment pour absorber tout cela. On dirait un rêve. Un rêve que vous avez transformé en réalité, corrigea-t-il, embrassant doucement ses cheveux. Je ne fais que financer l'opération. Elle se tourna pour lui faire face, secouant la tête avec une expression de fausse réprimande. Nous savons tous les deux que votre implication est allée bien au-delà du financement. Sans votre vision stratégique, vos contacts et surtout votre foi inébranlable dans le projet, nous n'aurions jamais pu aller aussi loin en seulement 1 an. Étienne haussa les épaules, mal à l'aise comme toujours avec les compliments directs. Nous formons une bonne équipe. La meilleure, acquiesça-t-elle, répétant les mots qu'il avait utilisés à Giverny. Ensemble, ils se tournèrent pour observer l'espace en contrebas. Ce qui était autrefois des salons formels et peu utilisés abritait maintenant 3 galeries d'exposition, un amphithéâtre pour des conférences et des présentations, des studios pour des résidences artistiques et des salles de classe pour des ateliers et des cours. La décoration fusionnait des éléments contemporains avec l'architecture classique d'origine, créant un environnement qui à la fois respectait l'histoire et embrassait l'avenir. Pour l'exposition inaugurale, Sophie avait organisé une exposition ambitieuse intitulée « Perspectives croisées », réunissant des œuvres d'artistes consacrées côte à côte, avec des talents émergents des communautés moins privilégiées de Paris. Le contraste et le dialogue entre les différentes visions artistiques créaient une expérience qui défiait les préjugés et brisait les barrières esthétiques et sociales. « Il est temps pour votre discours », rappela Étienne, consultant discrètement sa montre. « Les sponsors sont impatients et les journalistes positionnent déjà leurs caméras. » Sophie respira profondément, sentant des papillons dans son estomac. Malgré tous les progrès dans sa carrière, parler en public la rendait encore nerveuse. « Et si j'oublie tout ce que j'avais prévu de dire ?»« Alors vous parlerez avec votre cœur, » répondit simplement Étienne. « Comme vous le faites toujours avec votre art. » Avec un dernier baiser encourageant, il la conduisit en bas des escaliers, où une petite estrade avait été montée pour les discours officiels. En se positionnant devant le microphone, Sophie sentit tous les regards converger vers elle. Critiques d'art, journalistes, politiciens, célébrités, mais aussi professeurs et élèves d'écoles publiques, artistes de communautés périphériques, personnes ordinaires qui appréciaient simplement l'art. « Bonsoir », commença-t-elle, sa voix d'abord hésitante, gagnant en assurance au fur et à mesure qu'elle poursuivait. « Il y a exactement 1 an et 3 mois, je n'étais qu'une artiste inconnue qui marchait dans Paris chaque matin, m'arrêtant pour admirer ce manoir, rêvant du jour où mes œuvres pourraient habiter des espaces comme celui-ci. » Un murmure de reconnaissance parcourut le public. L'histoire de la rencontre entre Sophie et Étienne était devenue presque légendaire dans les cercles culturels parisiens. Ce que je ne savais pas alors, c'est que non seulement mes œuvres trouveraient un foyer ici, mais que cet endroit se transformerait en un foyer pour l'art de tant d'autres talents dont beaucoup n'ont jamais eu l'opportunité que j'ai eue. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Étienne au premier rang, et elle puisa de la force dans son regard confiant. Le centre culturel traversé naît d'une conviction simple mais profonde, celle que l'art a le pouvoir de construire des ponts là où il y a des murs, de créer des dialogues là où il y a du silence, d'illuminer ce qui reste dans l'ombre. Il ne s'agit pas seulement d'exposer de belles œuvres dans un espace élégant, mais de démocratiser l'accès à la production et à la consommation d'art, d'ouvrir des portes qui sont historiquement restées fermées pour beaucoup. Au fur et à mesure qu'elle parlait, Sophie pouvait sentir la connexion se former avec le public, la nervosité initiale cédant la place à une conviction passionnée qui contaminait tout le monde. Notre première exposition, Perspectives croisées, célèbre cette diversité de regards sur notre ville. Ici, vous trouverez des œuvres de maîtres consacrées aux côtés de créations de jeunes talents des quartiers de Belleville, Ménilmontant et La Chapelle. Non pas comme une concession ou un acte de charité, mais parce que nous croyons sincèrement que ces différentes perspectives enrichissent notre compréhension du monde. Elle fit une pause, regardant directement un groupe d'adolescents de Clichy-sous-Bois qui participaient au programme de mentorat du centre. Pour les jeunes artistes qui nous honorent de leur présence aujourd'hui, cet espace est le vôtre. Il a été créé pour vous, pour vos idées, pour votre voix. Utilisez-le, défiez-le, transformez-le.
se tournant ensuite vers les représentants d'entreprises et d'institutions qui avaient contribué financièrement au projet. À nos sponsors et soutiens, merci beaucoup de croire que la culture n'est pas un luxe, mais une nécessité, qu'investir dans l'art n'est pas une dépense, mais un investissement dans l'avenir de notre ville et de notre pays. Finalement, ses yeux rencontrèrent à nouveau ceux d'Étienne. Et à vous, Étienne Durand, qui avez eu la vision et le courage de transformer un manoir en un centre culturel, qui avez cru non seulement en moi, mais en l'idée que l'art peut et doit être accessible à tous. Ma gratitude éternelle. Étienne sourit, une rare démonstration publique d'émotion qui n'échappa pas aux journalistes présents. Le nom traversé n'a pas été choisi par hasard, continua Sophie, approchant de la fin de son discours. Il représente le voyage que nous faisons tous, artistes, publics, sponsors, en traversant les frontières du connu pour explorer de nouvelles façons de voir et de sentir le monde. Que ce centre ne soit pas un point d'arrivée, mais un constant point de départ pour des traversées transformatrices à travers l'art. Les applaudissements qui suivirent furent assourdissants, émus, sincères. Sophie descendit de l'estrade, les jambes tremblantes, immédiatement entourée par les bras d'Étienne. « Extraordinaire », murmura-t-il à son oreille. « Comme tout ce que vous faites. » Le reste de la soirée passa dans un tourbillon de présentations, conversations, interviews avec la presse. Sophie se retrouva à présenter des artistes de communauté à des acheteurs potentiels, expliquant le programme éducatif à des représentants d'écoles publiques, détaillant le commissariat d'exposition pour des critiques d'art. Dans un rare moment de tranquillité, elle trouva Étienne en conversation animée avec Madame Thérèse, sa mère qui était venue spécialement de Lyon pour l'inauguration. La dame de 60 ans, avec sa façon simple et directe, avait initialement trouvé étrange la relation de sa fille avec le milliardaire, craignant qu'il ne change l'essence de sa petite. Mais avec le temps, Étienne avait gagné son respect et finalement son affection, principalement en démontrant qu'il aimait Sophie pour qui elle était, non pour qui il voulait qu'elle soit. « Maman !» Sophie s'approcha, embrassant la femme. « Avez-vous tout vu ?»« Tout et plus encore, » répondit Madame Thérèse, la fierté évidente dans sa voix. « Ton père aurait été si fier, ma fille. » La mention du père, qui était parti avant de voir le succès de sa fille, amena des larmes aux yeux de Sophie. Il disait toujours que je perdais mon temps avec ses peintures. Il disait ça pour la forme, corrigea doucement la mère. Quand tu ne regardais pas, il montrait tes dessins à tout le monde dans le quartier. Il gardait chaque coupure de journal qui mentionnait des expositions auxquelles tu participais. Cette révélation inattendue toucha Sophie profondément. Étienne, percevant le moment intime, s'éloigna discrètement pour donner de l'espace aux deux femmes, mais Sophie le retint, tenant sa main. « Restez, » demanda-t-elle, « vous êtes de la famille maintenant. » À minuit, alors que les derniers invités commençaient à partir, une surprise attendait Sophie. Marie, son amie et professeure d'histoire de l'art, s'approcha accompagnée d'une femme élégante que Sophie reconnut immédiatement. « Camille ?» s'exclama-t-elle, peinant à croire qu'elle se trouvait face à la camarade de faculté qui avait mentionné son travail à Étienne des années auparavant. « Je pensais que tu étais à Berlin. » « Et j'y étais, jusqu'à la semaine dernière. » confirma la femme l'embrassant chaleureusement. « Mais quand j'ai appris l'inauguration, je ne pouvais pas manquer ça. Ton exposition est dans tous les magazines d'art européens, tu sais. » Les deux amis s'embrassèrent à nouveau, tandis qu'Étienne observait avec un sourire satisfait. C'était lui qui avait secrètement localisé Camille en Allemagne et envoyé des billets pour qu'elle puisse être présente en cette soirée spéciale. Lorsque le dernier invité fut enfin parti et que seule l'équipe du centre culturel restait, effectuant le nettoyage final, Sophie et Étienne remontèrent au 2e étage, à ce même point où ils avaient conversé au début de la soirée. « Nous avons réussi, dit-elle, épuisée mais rayonnante. Nous avons vraiment transformé cet endroit. » « Et ce n'est que le début, » répondit Étienne, une lueur d'enthousiasme dans ses yeux. « J'ai quelques idées pour étendre le projet à d'autres villes. » Sophie rit, secouant la tête. « Toujours. Un visionnaire. Pouvons-nous au moins prendre un jour pour célébrer cette réussite avant de nous lancer dans la suivante ? » « Juste, » acquiesça-t-il, l'enlaçant par derrière, tandis qu'ils observaient l'espace maintenant presque vide. « Mais vous devez admettre que nous formons un duo imbattable.
votre créativité, mon sens pratique. Une combinaison improbable, mais parfaite, convint-elle, se tournant dans ses bras pour lui faire face. Qui aurait dit que cet artiste inconnu dessinant votre manoir finirait par changer votre vie? Je dirais que c'était l'inverse, corrigea doucement Étienne. C'est vous qui m'avez sauvé, Sophie, d'une existence vide de pouvoir et de privilèges, sans réel objectif au-delà d'accumuler plus de richesses. Vous m'avez ramené à l'art, à la beauté, à un sens plus profond de contribution. Émue par ces paroles, Sophie l'embrassa tendrement. Je pense que nous nous sommes sauvés mutuellement alors. Cette nuit-là, en retournant à l'aile résidentielle du manoir, le seul espace qui restait privé, séparé du centre culturel par des jardins et une discrète structure de sécurité, Étienne conduisit Sophie jusqu'à son bureau personnel. « J'ai quelque chose à vous montrer, » dit-il, un mélange de nervosité et d'excitation dans sa voix. Sur la table en bois noble se trouvait un plan architectural détaillé. Curieuse, Sophie s'approcha pour examiner le projet. « C'est une école d'art », demanda-t-elle, reconnaissant la disposition typique d'ateliers, de salles de classe et d'espaces d'exposition. « Pas seulement une école », expliqua Étienne, se positionnant à ses côtés. « L'École nationale des arts visuels traversés. Un institut d'enseignement supérieur, dédié exclusivement aux arts visuels, avec un accent sur l'inclusion sociale et la diversité des perspectives artistiques. » Sophie regardait les plans, stupéfaite par l'échelle et l'ambition du projet. « C'est énorme. Où serait-il construit ?»« À Saint-Denis, » répondit Étienne, faisant référence à une banlieue au nord de Paris, loin des circuits touristiques et culturels traditionnels, sur un terrain qui appartenait à une ancienne usine. L'emplacement est stratégique, proche de diverses communautés, bien desservi par les transports en commun, avec suffisamment d'espace pour toutes les installations que nous prévoyons. « Nous » questionna Sophie, levant un sourcil. Étienne sourit, un peu gêné. « Eh bien, j'ai pris la liberté d'inclure certains éléments que vous avez toujours mentionnés comme essentiels pour une formation artistique complète. Des ateliers avec lumière naturelle, des laboratoires d'expérimentation avec différents médias, une bibliothèque spécialisée en art français et européen. » Sophie secoua la tête, admirative de son audace et de sa vision. « Vous ne savez vraiment pas penser petit, n'est-ce pas ?»« J'ai appris de vous à rêver grand, » répondit-il simplement, « à ne pas accepter les limitations que le monde essaie de nous imposer. » Elle retourna examiner les plans, remarquant maintenant des détails qu'elle avait manqués lors de la première observation. Une crèche pour les enfants des étudiants, des logements pour les élèves à faible revenu, des espaces de coworking pour les artistes en début de carrière. Cela changerait le paysage culturel de Paris, commenta-t-elle, l'esprit déjà bouillonnant de possibilités. En fait, de la France entière. C'est l'objectif, confirma Étienne, créer un précédent, un modèle qui pourrait être reproduit dans d'autres régions du pays. Quand comptez-vous commencer? Étienne hésita, soudainement incertain. Cela dépend de vous. De moi? Demanda Sophie surprise. Je veux que vous soyez non seulement la directrice artistique, mais la rectrice de l'institution. La personne qui définira son identité, sa philosophie éducative, son approche artistique. La proposition l'a pris complètement au dépourvu. Étienne, je n'ai pas de formation en gestion éducative. Je n'ai jamais administré quoi que ce soit de cette ampleur. Vous avez quelque chose de bien plus important que des diplômes? En administration, rétorqua-t-il avec conviction, vous avez la vision, la passion, l'expérience vécue de quelqu'un qui sait ce que c'est que de lutter pour être reconnu comme artiste dans un pays qui dévalorise la culture. Et vous aurez à vos côtés une équipe de professionnels expérimentés pour s'occuper de la partie opérationnelle. Sophie s'éloigna de la table, marchant jusqu'à la fenêtre qui offrait une vue panoramique de Paris la nuit. La même vue qu'elle admirait tant lors de ses promenades matinales, maintenant observée de l'intérieur. Une métaphore parfaite pour la transformation de sa vie. « C'est un engagement énorme, dit-elle finalement. Cela exigerait un dévouement total. »« Je sais, » acquiesça Étienne, s'approchant et s'arrêtant à ses côtés. « C'est pourquoi je ne veux pas votre réponse maintenant. Réfléchissez, parlez-en à d'autres personnes, visualisez-vous dans ce rôle. Si vous décidez que ce n'est pas pour vous, nous trouverons quelqu'un d'autre. Le projet se réalisera de toute façon. » Sophie se tourna vers lui, émue par la confiance qu'il plaçait en elle, par le respect de son autonomie de décision.
Savez-vous ce qui est le plus incroyable dans tout cela? Quoi? Qu'il y a 1 an, j'étais de l'autre côté de ce mur, littéralement et figurativement, regardant à l'intérieur et rêvant. Et maintenant? Et maintenant vous abattez des murs, compléta Étienne, pas seulement pour vous-même, mais pour tant d'autres. Le lendemain matin, pendant qu'ils prenaient le café sur la terrasse avec vue sur Paris, Sophie observait l'animation de la ville s'éveillant, les premiers flâneurs, les vendeurs ambulants installant leurs étals, les joggeurs matinaux sur les trottoirs. « J'ai pris ma décision », annonça-t-elle soudainement. Étienne leva les yeux du journal qu'il lisait. « À propos de l'école, oui, je vais accepter le défi, mais à une condition. »« Laquelle ?» demanda-t-il, mettant le journal de côté. « Que vous vous impliquiez aussi directement, pas seulement comme financeur, mais comme professeur d'architecture, ou de dessin technique, ou d'histoire du design, ce que vous préférez. Ça, il est temps de raviver ce rêve adolescent, de travailler avec la création d'espace. » Étienne resta silencieux, visiblement surpris par la proposition. « Vous avez du talent, » insista Sophie. « Je l'ai vu dans les croquis que vous avez faits. Pour le centre culturel, dans les suggestions que vous avez données pour la disposition des œuvres dans l'exposition. Et ce serait un exemple puissant, l'entrepreneur milliardaire qui redécouvre sa passion pour l'art et l'enseignement. » Un sourire lent commença à se former sur le visage d'Étienne. « Vous êtes impossible, vous savez. »« Juste déterminé, » corrigea-t-elle avec un sourire espiègle. « Alors, avons-nous un accord ?» Étienne tendit la main comme s'il concluait un contrat d'affaires. « Accord conclu, Madame la rectrice Martin. » Sophie ignora la main tendue et se pencha par-dessus la table pour l'embrasser. « Je crois que nous venons de commencer notre prochaine traversée. » Et ainsi, tandis que le soleil montait à l'horizon de Paris, illuminant progressivement la ville lumière, 2 partenaires improbables, une artiste qui autrefois ne faisait que rêver de l'extérieur d'un manoir et un entrepreneur qui avait redécouvert sa passion pour la création, se préparaient à s'embarquer dans un nouveau voyage transformateur, non seulement pour leur propre vie, mais pour le paysage culturel d'un pays entier. Ce qui avait commencé comme une rencontre fortuite sur un trottoir parisien s'était transformé en une histoire d'amour, oui, mais aussi en une histoire de but partagé, de vision collective, d'impact social à travers l'art. Le manoir qui symbolisait autrefois la distance et la séparation était maintenant devenu un point de rencontre, un espace de convergence de mondes qui, autrement, ne se seraient peut-être jamais croisés. Et pour Sophie et Étienne, ce n'était que le début.